Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de demain. Les Adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. Amélia Matar est une figure reconnue de l'entrepreneuriat éducatif et numérique. Baignée dès le plus jeune âge dans le monde informatique, Amélia se refuse, comme beaucoup de jeunes filles, une orientation vers les filières informatiques pour suivre un parcours littéraire puis business. Après plusieurs années de carrière où elle met ses compétences au service du digital, Amélia cofonde Coloris, une entreprise qui initie les enfants dès le plus jeune âge aux nouvelles technologies, et ce, sans écran. Son engagement ? C'est bien sûr favoriser un usage raisonné des écrans en apprenant aux enfants à les utiliser et à les comprendre. Et c'est aujourd'hui plus de 20 000 enfants formés grâce à Coloris. Vous le savez, l'entrepreneuriat me touche et c'est pour cela que j'aime régulièrement vous présenter ces portraits d'entrepreneurs qui, sans relâche, œuvrent pour changer les lignes de l'éducation en France. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello Amélia. Salut. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Tu es la cofondatrice de Coloris, une entreprise qui prépare les plus jeunes enfants aux transformations technologiques de notre époque avec des activités d'inspiration Montessori pour manipuler les concepts informatiques sans écran et ce, dès l'âge de 3 ans. Pour revenir un petit peu à qui tu es née en Seine-Saint-Denis et tu te passionnes vite pour la littérature et la technologie, on y reviendra. Et j'aimerais, avant d'en venir à ton engagement dans l'éducation qui est fort, mieux comprendre ton cheminement vers cette voie, et notamment depuis ton enfance. Alors Amélia, quels souvenirs gardes-tu de ton enfance et plus particulièrement de ta scolarité ? Alors, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast tout d'abord. Alors clairement, de ma scolarité, plus qu'un souvenir, c'est d'une personne dont je me souviens très fortement. C'était le directeur de mon école maternelle et primaire, qui était un monsieur extrêmement investi auprès des enfants. Et je me souviens effectivement qu'il passait dans les classes, qui nous félicitait, nous encourageait. Et cette figure un peu tutélaire a vraiment marqué mon esprit. Et c'est rigolo parce que des années plus tard, il m'a retrouvée sur un réseau social. Et on a échangé. C'était vraiment très émouvant de pouvoir échanger avec cette personne qui était restée dans ma mémoire de manière assez vive. Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune ? Non, pas du tout. J'ai mis très très longtemps à savoir ce que j'avais envie de faire. Et même en études supérieures, même en sortant d'études supérieures, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Et donc, c'est une bonne année après la fin de mes études que j'ai compris qu'en fait, moi, ma passion, c'était les nouvelles technologies depuis toute petite, pour le coup. Et que clairement, c'était un secteur d'activité dans lequel j'avais envie de me diriger. Comment ça se matérialisait quand tu étais plus jeune, de ce goût pour les nouvelles technologies ? Alors, ça passe par l'éducation que j'ai reçue de mon papa, qui est une personne toujours très geek aujourd'hui, et qui l'a toujours été. Et j'ai vraiment grandi dans l'atelier de mon papa, rempli de machines ouvertes, qui réparaient. Il était technicien quand j'étais petite. Et il m'a mis entre les mains un ordinateur à l'âge de 12 ans, ce qui était à cette époque, dans notre contexte socio-économique, tout à fait inédit. Et clairement, pour l'époque, et puis même encore aujourd'hui, à 12 ans, un ordinateur, c'était un voyage vers l'infini que j'ai commencé à entreprendre très tôt. Tu as parlé de tes études supérieures, qu'est-ce que tu as fait comme études ? Alors j'ai d'abord fait de la littérature, lettres modernes. Et ensuite, comme je n'avais pas vraiment de vocation en moi pour devenir prof, je me suis demandé ce que j'allais faire. Et ce qui me paraissait le plus généraliste, c'était une école de commerce. Et donc, je me suis dirigée vers les écoles de commerce et j'ai fait une école de commerce. Et comment, après, t'en es venue à Coloris ? Alors, Coloris, effectivement, c'est un cheminement avec plusieurs jalons. Très clairement, donc, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le milieu des nouvelles technologies avec cette fascination pour la révolution qui a commencé il y a quelques temps maintenant et qui clairement façonne nos vies, redéfinit nos façons d'être au monde, de communiquer, etc.
Et en devenant parent, je me suis aperçue qu'il existait très peu de support finalement pour les jeunes enfants, alors que je faisais le constat que les jeunes enfants aussi étaient très utilisateurs de technologies dès le plus jeune âge. Et je trouvais assez déstabilisant qu'il n'existe aucun repère à leur partager sous la forme de jeux, sous la forme de supports ludiques et pédagogiques, de manière à développer leur esprit critique, leur compréhension de tout ça et leur permettre d'être des utilisateurs plus éclairés. Et c'est quand même une grande aventure entrepreneuriale. Comment est-ce que tu as eu le cran, le courage même, de dire « Allez, ça y est, je lance mon entreprise » ? Clairement, j'ai réuni un certain nombre de conditions pour me dire que là, c'était le bon moment. Voilà, j'avais les conditions économiques, du soutien aussi de plusieurs personnes, l'idée qui vraiment m'animait de manière très très forte. Et ce sont ces conditions qui m'ont vraiment poussée à y aller. Moi, j'avais envie d'entreprendre depuis un petit moment. Clairement, je pense que le fait d'avoir erré longtemps avant de comprendre ce que j'avais envie de faire, ça venait de cette envie d'être moi-même en fait entrepreneur, voilà, qui arrivait très tôt dans mon parcours. Et voilà, les conditions étant réunies, je suis passée à l'acte. Et là, on était en quelle année ? On était en 2018. En 2018, oui. Et moi, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle dans ton parcours, c'est que je sais bien qu'on a un problème en France sur les femmes qui se dirigent vers les filières technologiques. C'est malheureusement très difficile de les attirer et pour autant, c'est pas faute d'avoir de bons résultats scolaires. C'est vraiment une question de barrière mentale, voire même sociale. Comment est-ce que toi, tu as dépassé tout ça ? Alors finalement, j'ai pas véritablement dépassé tout ça parce que quand on regarde mon parcours, petite, j'avais un vrai attrait pour les nouvelles technologies que j'ai conservé jusqu'à présent. Enfin, je suis toujours la geek de l'histoire qu'on vient voir pour voilà, mettre en place des nouveaux outils, pour paramétrer, voire pour coder des petites choses très simples. Je suis pas développeuse, mais je me suis toujours intéressée de très près à l'outil technologique et technique. Mais j'ai choisi de faire des études supérieures en littérature, puis en école de commerce, donc des parcours assez genrés malgré tout, et pas vers des métiers d'ingénierie. Et je pense qu'effectivement, une société plus encourageante ou avec des rôles modèles plus accessibles à mon époque, vers des carrières technologiques m'aurait davantage amené vers ces études-là. Tu penses que tu aurais fait différemment ? Oui, très clairement. Je pense que j'aurais été hyper heureuse en tant que développeuse ou dans des carrières très techniques, quoi. Bon, quand même, après, Coloris est une belle revanche là-dessus. Absolument, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous en dire d'ailleurs un peu plus sur Coloris ? En quoi ça consiste ? Oui, et bien Coloris, ce sont des ateliers qu'on propose dans les écoles qui permettent aux enfants de découvrir le fonctionnement de la technologie, de l'informatique, du numérique au sens large. Ce sont des ateliers qui sont accessibles dès 3 ans. Généralement, on intervient en école maternelle et en école primaire. Et les enfants vont à la fois découvrir ce que sont les algorithmes qui aujourd'hui font toute la révolution numérique qu'on vit tous. Comment ça fonctionne, voilà, quelles sont les logiques qu'il y a à l'œuvre quand on ouvre le capot des nouvelles technologies. Ils vont également développer leur culture générale, donc comprendre quelle est la grande histoire qui a conduit effectivement à toutes ces avancées technologiques, quelles sont les figures aussi célèbres qui ont contribué à la discipline, et notamment les femmes, parce qu'il y en avait plusieurs, et comment tout ça fonctionne, comment la machine fonctionne. Et enfin, dernier module, on va les inviter à s'interroger sur les aspects responsables du numérique, donc comment faire pour que le numérique soit un levier de développement, voilà, permettre à l'humanité de progresser positivement et ne soit pas un frein et une entrave au vivre ensemble. Comment vous faites pour initier au numérique et aux algorithmes sans écran ? Alors ça passe déjà par un conte qu'on lit aux enfants, qui met en scène un petit garçon et une petite fille qui vont vivre plein d'aventures. Et au gré de ces aventures, les enfants vont effectivement comprendre via la narration ce qu'est un algorithme. Alors un algorithme, c'est ni plus ni moins qu'une suite d'instructions précises en vue d'accomplir une tâche ou de résoudre un problème. Donc en réalité, la notion d'algorithme précède de très longtemps le numérique en tant que tel. Les premiers algorithmes n'étaient pas du tout numériques, ils viennent de l'Antiquité. Et les enfants vont, voilà, à travers cette narration, commencer à comprendre ce fonctionnement logique. Et ensuite, ils vont pouvoir, par exemple, se programmer les uns les autres avec des jeux de cartes, où ils vont pouvoir programmer un petit robot qu'on a sélectionné parmi tous les robots éducatifs qui existent aujourd'hui. Et on a pris celui qui nous paraissait adapté aux tout petits.
Ils vont pouvoir aussi découvrir les algorithmes à travers des découpages, des collages, des coloriages. Ils vont par exemple devoir colorier à partir d'un petit code qui ressemble à un petit code informatique très simplifié, mais il va falloir comprendre le fonctionnement du code pour colorier le coloriage comme il faut. C'est génial. Et moi, je suppose que les enfants, ils s'éclatent en plus, non? Oui, j'adore, très clairement. Et autant les filles que les garçons, très clairement. Et vous faites ça dans les écoles, en extrascolaire, comment ça se passe concrètement? Alors, dès le début, on a réfléchi à un modèle économique qui nous permet de travailler auprès de publics le plus large possible, sans que la barrière sociale ou la zone d'habitation soit un sujet d'accessibilité à ce qu'on propose. Et donc, nous, on travaille main dans la main avec les villes. Donc aujourd'hui, on a une 60aine de villes partenaires qui nous permettent soit d'intervenir en direct auprès des enfants dans les centres de loisirs ou les écoles, soit de former les animateurs de la ville ou les enseignants et d'acquérir le matériel de manière à ce que la ville puisse ensuite, en autonomie, déployer les ateliers. Et je disais en introduction, il y a beaucoup d'activités qui sont d'inspiration Montessori. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix-là et est-ce que tu aurais des exemples concrets? Oui. Alors pourquoi? Parce que quand je suis devenue parent, je me suis rendu compte que c'était probablement, je continue de le dire très clairement, la tâche la plus compliquée au monde. Et j'ai commencé du coup à lire énormément et je suis tombée sur les écrits de Maria Montessori qui m'ont vraiment bouleversée. Je me suis dit mais en fait cette femme était absolument visionnaire sur l'enfant, son développement, et aujourd'hui effectivement il y a beaucoup d'études scientifiques qui montrent que ce qu'elle pensait était effectivement très juste. Et je me suis moi-même formée, je suis assistante Montessori 3-6. Et quand l'idée de coloris est apparue, il m'a paru très naturel effectivement de regarder la façon dont fonctionne la pédagogie Montessori pour s'en inspirer, parce qu'elle est très adaptée aux tout petits, et même aux plus grands d'ailleurs, mais encore plus je trouve vraiment aux petits. Et par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Tout ce qui est pixels, nous on l'aborde avec des gommettes et des mosaïques. Les enfants vont reproduire des dessins à partir de codes composés de 1 et de 0. Et comme dans l'approche Montessori, les enfants vont avoir une autocorrection. Donc, par exemple, l'autocorrection en Montessori fait que l'enfant n'a pas besoin de se référer sans arrêt à l'adulte pour savoir si ce qu'il a fait est juste ou non. Il peut, d'une manière soit naturelle, inhérente à l'activité, soit par une correction qui lui est proposée, se corriger seul. On est aussi dans une attention très particulière au matériel en tant que tel, à l'esthétique de nos activités. Enfin, voilà, on a vraiment fait très attention à la fois à ce que ce soit beau, à ce que ce soit des matériaux nobles, à ce que l'enfant ait véritablement envie d'aller vers nos activités. Ça aussi, c'est quelque chose qui était assez important, il me semble, dans cette pédagogie. Qu'est-ce qu'on a de très montessorien? On est aussi beaucoup dans l'idée d'avoir un environnement préparé le plus possible, ce qui n'est pas évident en centre de loisirs, mais malgré tout, on a une espèce de petit protocole où on accueille les enfants dans un environnement qu'on a préparé en amont, de manière à ce qu'ils puissent se repérer dans nos ateliers, d'atelier en atelier. Ils savent un petit peu comment ça fonctionne, ils ont repéré où est-ce qu'on positionne les différentes activités. Et puis dernier point peut-être à citer justement, nos activités elles sont en libre accès et les enfants choisissent librement l'activité qu'ils vont réaliser pendant nos ateliers, même si c'est du périscolaire en centre de loisirs, donc ça demande quand même un petit peu d'adaptation à ces contextes, mais malgré tout on essaye le plus possible d'être dans du libre choix, parce qu'on sait que ça favorise la motivation endogène de l'enfant et que ce qu'il choisit librement, pour les adultes aussi d'ailleurs, est plus efficace en termes d'apprentissage. Pour un enfant donné, combien est-ce que d'ateliers coloris il peut avoir sur une année? Jusqu'à 32. Ah ouais, ouais, c'est hyper complet. Oui. oui, on va assez loin avec les enfants dans leur compréhension de tout ça. Ouais. Et quel retour vous avez eu déjà de tous ces enfants? Déjà, on a beaucoup d'enfants qui, même après 32 ateliers, veulent renouveler une nouvelle année ensuite. Donc pour nous, c'est quand même un indicateur hyper positif d'activités qui sont adaptées, plaisantes, épanouissantes pour eux. Ce qu'on a comme retour aussi, clairement, c'est la capacité des enfants à développer une analyse, un esprit critique vis-à-vis de la question technologique, d'être vraiment dans cette posture de questionnement, de discernement technologique.
On pense aussi, mais là très clairement et de manière transparente, c'est vraiment de l'observation et du déclaratif aussi des personnes qui se forment, que de manière détournée, on permet à l'enfant d'enrichir les apprentissages fondamentaux. Enfin, clairement, dans nos ateliers, il y a, même si c'est du jeu et qu'on est sur un temps de loisir, il y a de la numération, il y a du repérage dans l'espace, on est dans le développement langagier. Voilà, il y a plein d'aspects de l'école qu'on retrouve dans nos ateliers, et on espère que les enfants, peut-être moins à l'aise dans une posture plus traditionnelle ou quelque part bénéficient d'apprentissage indirect aussi dans nos ateliers. Donc voilà, typiquement le genre de retour qu'on peut avoir. Ah, c'est chouette. Et vous avez touché combien d'enfants depuis le début? 20 000. 20 000, ah ouais, c'est énorme. Tu dois être fière quand même. Oui, de toute l'équipe aussi, parce que franchement, clairement, toute seule, je ne ferais absolument rien du tout. Une équipe de combien? On est 6 salariés et on a 30 animateurs et animatrices très actifs toutes les semaines. Ouais. Alors, je l'ai souvent entendu à mon micro, entreprendre dans l'éducation, c'est quand même un défi de taille. Alors, encore plus quand on essaye de s'intégrer à l'éducation nationale, mais quels sont, selon toi, les plus grands obstacles auxquels tu as fait face pendant toute cette aventure? Je pense que le premier véritable obstacle, c'est quelque part, comment formuler ça pour que ce soit pas trop négatif. J'allais dire toute la société en fait. C'est à quel point une société et voilà, une culture, un pays investit ou non sur la question éducative. Et je trouve qu'effectivement en France on a une vraie marge de progrès là-dessus. Là récemment, Libération faisait un dossier sur la place des enfants dans l'espace public. Ça en dit très long effectivement sur la vision qu'on a en tant que société des enfants et à quel point on sous-investit ce domaine malheureusement, alors qu'on sait très bien, même d'un point de vue très, j'allais dire, trivial ou presque cynique de retour sur investissement, qu'investir dans l'éducation c'est très profitable en fait d'un point de vue économique à toute la société. Mais malheureusement, cette équation, elle n'est pas tellement faite, je trouve, dans les hautes sphères. Et voilà, on pourrait aller beaucoup plus loin en termes de ressources allouées aux enfants, aux enseignants et voilà, toute la communauté éducative, quoi, clairement. Et qu'est-ce qui t'empêche de baisser les bras? Clairement, c'est quand je vois les retours hyper enthousiastes qu'on a du terrain. Nous, tous les jours, on a des animateurs auprès des enfants. Moi-même, alors ça fait un petit moment que je ne suis pas allée, mais j'ai fait beaucoup d'ateliers. Je suis beaucoup allée sur le terrain. Et de voir voilà, la magie que ça opère sur les enfants, d'avoir une approche qui leur parle de sujets qui les intéressent beaucoup, parce que évidemment que les écrans, la technologie, ça fait partie de leur environnement. Donc on les intéresse de manière différente à un sujet qui les touche au quotidien. C'est très clairement motivant, quoi. Puis, voilà, de voir le projet aussi évoluer, de voir qu'il intéresse malgré tout, même si c'est difficile, même si évidemment on manque d'investissement, on arrive quand même à convaincre, on arrive voilà, à signer des contrats, à avoir de plus en plus de villes. Donc ça, c'est extrêmement gratifiant et motivant. Ouais. Comment on fait quand on est un auditeur en train de t'écouter pour inscrire son enfant à un atelier coloris? Alors, on a des demandes toutes les semaines de parents. Très clairement, ça passe soit par l'école de l'enfant, soit par la mairie, ou l'entreprise du parent, parce qu'on travaille aussi avec des entreprises sur des Family Days. On a fait des Family Days, par exemple, dans les usines Valeo, dans les boutiques Maïf, voilà, dans plein d'entreprises. Donc, il y a ces 3 options possibles et clairement, les parents sont de très bons prescripteurs. Donc, j'invite les papas et les mamans à se saisir de notre brochure et aller voilà, se faire les ambassadeurs coloris auprès de la ville ou de leur entreprise. Est-ce qu'on peut faire du coloris à la maison? Oui, alors parce qu'on a aussi beaucoup de demandes entrantes de ce genre, on a mis en place 2 dispositifs. Un e-shop sur lesquels les gens peuvent acheter certaines activités, même si nos activités sont quand même conçues dans un continuum voilà, de cycles, d'ateliers, etc. Mais bon, si on a envie de goûter un petit peu à l'esprit coloré à la maison, ça peut passer par ça. Et on a aussi mis en place un site internet de téléchargement complètement gratuit, free.coloris.fr, où on retrouve un certain nombre d'activités où à télécharger. On n'a même pas mis d'adresse email, voilà, il suffit de cliquer, on a accès au PDF et on peut l'imprimer et faire l'activité à la maison. C'est super. Alors, on est quand même obligé d'en parler parce que c'est un sujet dont on entend beaucoup parler dans les médias.
c'est le lien entre l'éducation et le numérique. Et d'ailleurs, on en entend aussi beaucoup parler du côté de nos politiques, puisque le gouvernement s'empare de plus en plus du sujet du numérique et des enfants, surtout récemment, et notamment autour de la surexposition. Alors, Gabriel Attal a récemment déclaré qu'il s'agissait d'une catastrophe sanitaire et éducative. Toi, quel est ton constat à ce sujet ? Moi, j'ai tendance à penser qu'il faut vraiment considérer ce sujet pour ce qu'il est. Ça veut dire un sujet très complexe. Et qu'il faut vraiment éviter d'aller dans l'écueil de la vision simpliste parce que le numérique est très dual. Il peut à la fois effectivement être nocif quand on est dans une posture, dans un usage inapproprié, excessif, de surexposition, etc. Ça existe, c'est vrai, mais il peut aussi s'avérer très positif et participer aux apprentissages quand il permet par exemple de personnaliser les apprentissages, de permettre aux enfants avec certains troubles aussi de bénéficier de manière différente d'apprentissage que la méthode traditionnelle, où ils sont plus en difficulté avec des méthodes plus déconnectées. Et surtout, ce que disent beaucoup de scientifiques, c'est que finalement, les usages excessifs, inappropriés, sont un symptôme avant d'être une cause. C'est-à-dire que les enfants qu'on retrouve effectivement en surexposition, etc., soit finalement on s'aperçoit qu'il y a un trouble qui fait qu'on expose davantage d'enfants parce qu'il est plus compliqué à gérer, etc., soit que le contexte socio-économique de l'enfant est à questionner parce que la surexposition vient plutôt de ça que d'un mauvais usage en tant que tel, quoi. Enfin, il y a plein de raisons en fait à regarder que simplement l'enfant est trop exposé. Et donc voilà, tout ça pour dire que c'est véritablement très complexe et que je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui élever nos enfants dans un monde complètement vierge de technologie. Et ce serait très dommage parce qu'en fait la technologie c'est aussi plein d'opportunités, encore une fois, d'apprentissage pour nos enfants, quoi. Est-ce qu'on t'a déjà dit avec Coloris que potentiellement vous leur donniez envie d'être plus sur les écrans ? Oui, on m'a quelquefois fait cette remarque, pas très souvent mais c'est arrivé. Je crois pas du tout parce qu'on n'est pas du tout dans une promotion de l'usage de l'écran. On est véritablement dans une démarche presque philosophique d'invitation de l'enfant à se questionner, à se mettre en posture de penseur vis-à-vis du sujet. Donc voilà. Et si on fait la promotion d'une consommation plus éclairée, tant mieux, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, ça c'est sûr. Il y a quand même un sujet, moi je trouve, autour du numérique, c'est à quel point elle est effrayante d'un point de vue de la parentalité. Parce que j'ai quand même l'impression que tout adulte qui a des enfants est maintenant conscient des dangers des écrans, mais qu'on est un peu perdu sur la façon de le gérer à la maison. Est-ce que selon toi, les parents ou même les enseignants sont assez armés à ce sujet ? Non, clairement, et toutes les études récentes, très récentes, le montrent. Il y a beaucoup de familles qui expriment un certain désarroi vis-à-vis de la question numérique, avec, pour certains parents, l'observation d'adolescents, par exemple, qui sont collés toute la journée à leur téléphone et on n'en peut plus. Je crois qu'une des solutions, entre guillemets, moi ce que je préconise souvent quand on me pose cette question de la parentalité numérique, c'est d'abord soi-même de questionner ses propres usages, parce que clairement, et moi la première, on a tous des marges de progrès par rapport à ça, parce que parmi les aspects négatifs du numérique, il y a ce côté quand même de surconsommation, même en tant qu'adulte, parce que c'est notre travail, il y a les notifications, il y a le phénomène FOMO, Fear of Missing Out, où on a peur de ne pas être au courant de la dernière actualité, etc. Donc déjà, en tant que parent, comment on se comporte vis-à-vis de la question numérique face à son enfant ? Et on sait que l'enfant est quand même dans un certain mimétisme du parent. Et après, ce que je dis souvent aussi, et notamment par rapport aux ados qui peuvent être sur leurs jeux vidéo ou sur leur téléphone toute la journée, c'est le mieux qu'on puisse faire, il me semble, c'est de s'intéresser à ce que fait son adolescent. Donc regarder c'est quoi ces contenus qu'il consomme, et finalement on n'est pas à l'abri de trouver que en fait il y a des youtubeurs hyper intéressants qui parlent d'histoire, qui parlent de mathématiques, et peut-être que du coup on peut un peu réorienter la consommation de contenu vers des contenus plus intelligents que du TikTok qui passe toutes les 3 secondes. Les jeux vidéo, pareil, en fait, tout est une question d'équilibre et il ne s'agit pas de passer sa vie et sa jeunesse entière à jouer à des jeux vidéo. Je pense que ce serait très, très dommageable.
mais jouer un peu à des jeux vidéo, il y a même des études qui montrent que ça peut être hyper intéressant d'un point de vue cognitif. Jouons avec nos enfants à des jeux vidéo, c'est aussi des moments familiaux hyper sympas, chaleureux. Donc voilà, je pense que la question, elle est vraiment d'être exemplaire et s'intéresser à son enfant. Il y a une initiative qui permet d'accélérer cette sensibilisation, c'est les Internet Safer Day. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Oui, c'est une initiative qui est en cours en ce moment, qui effectivement invite les pays européens à faire la promotion de dispositifs d'accompagnement des enfants sur les dangers en ligne. Et donc en France, c'est notamment Tralalaire qui se saisit de cette question avec Internet sans crainte, pardon, je cherche un peu mes mots. Et donc oui, c'est vraiment une période consacrée à la promotion de toutes ces initiatives. Donc j'engage vraiment les parents, la communauté éducative à regarder ce qui existe. Nous, Coloris, on met en avant aussi tous les contenus gratuits qu'on met à disposition pendant cette période particulièrement, parce qu'on a aussi dans ces contenus, dans ces activités, des activités sur le numérique responsable, donc sur toutes ces questions des dangers en ligne. Donc voilà, c'est toutes ces initiatives à regarder de très près. Super, de toute façon je mettrai tous les liens en ressources et en description de cet épisode du podcast. Toi qui connais bien le numérique et l'éducation, quel regard tu portes sur la France et à quel point nos écoles sont suffisamment armées à ce sujet et sont suffisamment éducatrices sur la manière d'utiliser le numérique? Est-ce que tu as l'impression qu'on est en avance, qu'on est en retard, qu'on a adopté une bonne politique à ce sujet-là? Alors, je pense qu'il y a quand même de plus en plus une prise de conscience de plus en plus forte sur la question du numérique et à quel point c'est pas un sujet anodin et dont il faut vraiment se saisir à bras le corps. Je trouve que la constitution récente du comité d'experts écran mise en place par le gouvernement, donc il y a un comité à la fois de scientifiques, d'universitaires autour de la question des écrans et notamment dans le cadre scolaire, est intéressante. Ils doivent rendre leur rapport assez prochainement. Malgré tout, je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin et très clairement des pays comme la Suisse et notamment le canton de Vaud va très loin dans l'éducation numérique, notamment des 4-8 ans. Et on voit bien, moi je trouve que cette initiative est particulièrement intéressante de par la précocité qui a été choisie parce que oui, aujourd'hui, encore une fois, les enfants très jeunes sont utilisateurs et ont besoin vraiment d'être éduqués pour être de bons utilisateurs et avoir l'usage qui soit le plus profitable possible. Donc c'est un début, mais il faut aller beaucoup plus loin. Très clair. Alors, tu me vois venir, je vais quand même être obligée de te parler d'intelligence artificielle parce que c'est l'expression qui est sur les bouches de tout le monde. Les parents et la communauté éducative sont inquiets souvent du développement de l'intelligence artificielle et de son impact sur les apprentissages. Toi, quel est ton point de vue à ce sujet ? Alors l'intelligence artificielle, vaste sujet, et un peu comme les autres sujets, j'ai envie de dire, je crois que la réponse tient beaucoup à l'éducation qu'on fait autour de tout ça. Oui, c'est un vrai bouleversement des modes de travail et donc aussi de la façon dont on apprend, parce que, oui, clairement, ça vient remplacer un certain nombre de tâches qui jusqu'à présent incombaient à l'homme, mais ça permet aussi par exemple dans le cadre éducatif de s'adapter aux spécificités de chaque enfant et d'adapter les apprentissages pour qu'ils soient vraiment le plus personnalisés possible et qu'ils puissent suivre le rythme de chacun. Donc ça c'est hyper intéressant de ce point de vue-là. Et souvent la peur elle vient d'une méconnaissance, donc moi j'invite vraiment le plus possible les personnes à s'intéresser au sujet, à regarder les opportunités que ça représente aussi pour elles dans leur contexte de travail. Et c'est récemment Aurélie Jean qui a sorti un petit livret à la Martinière pour les 15-25 ans qui s'appelle Algorithme bientôt maître du monde. Je crois que c'est ça le titre. Je te laisserai remettre la référence si je me trompe. Et qui est un livret très simple pour vraiment rentrer dans le sujet de manière pas trop technique, mais malgré tout qui donne beaucoup d'indications et d'informations clés pour déconstruire sa peur et être dans une posture de compréhension, de curiosité vis-à-vis de tout ça et pas forcément de frein absolu qui est de toute façon contre-productif, quoi.
Est-ce que vous réfléchissez à intégrer des initiations à l'intelligence artificielle dans Coloris? On a déjà plusieurs activités autour de ça, clairement. Le conte dont je parlais tout à l'heure, il y a un chapitre dédié à l'intelligence artificielle où les enfants vont découvrir cette notion toujours à travers cette narration et de manière extrêmement simplifiée et mise à leur portée. On a aussi dans le jeu des 7 familles de la technologie, la famille intelligence artificielle, où les enfants vont voir que en fait, l'intelligence artificielle, c'est pas ChatGPT, c'est plein de choses. Et ils vont découvrir plein d'usages. On a un petit memory aussi là-dessus, pareil, dans l'idée de leur présenter des usages, et notamment des usages for good, par exemple, pour aider les personnes atteintes d'un certain handicap à mieux s'orienter. Voilà. C'est chouette. J'aimerais qu'on parle d'une dernière casquette que tu as. Tu nous l'as dit en tout début d'épisode, tu es une passionnée de littérature, tu as démarré tes études de cette manière-là. Et tu es romancière, puisque tu as écrit Ainsi naissent les mamans aux éditions Erol. Pourquoi est-ce que tu as écrit ce livre? Alors, Ainsi naissent les mamans, c'est effectivement mon premier roman, et ça vient d'une envie que j'avais depuis toujours véritablement d'écrire. Enfin, je n'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire, mais écrire, j'ai toujours su que j'avais envie d'une manière ou d'une autre d'en arriver là. Simplement, j'avais un peu peur, je me disais que ça allait être compliqué d'en faire véritablement mon métier. Mais un jour, je me suis dit que j'aimais trop lire pour ne pas écrire moi-même. Et j'ai concrétisé cette envie à travers ce livre. Alors évidemment, c'est un livre qui parle d'éducation. J'avais aussi envie d'aborder l'éducation par le prisme du foyer cette fois-ci, et pas simplement des apprentissages et de l'école, et de montrer à quel point les premières années d'une vie sont importantes. Et voilà, et montrer aussi comme les enfants ont des ressources insoupçonnées. Enfin, voilà, le personnage principal est une petite fille pleine de ressources qui va vivre plein d'aventures. Voilà. Comment est-ce que tu arrives à trouver tout le temps de faire tout ça? J'essaie d'être organisée. J'ai la chance d'avoir aussi un partenaire de vie qui m'aide très clairement, voilà, qui est dans une prise en charge tout à fait égalitaire du foyer. Ça, je pense que c'est vraiment hyper précieux en tant que femme, si on veut pouvoir s'accomplir aussi. Et voilà, ça passe aussi par des phases. Clairement, je ne suis pas tout le temps en train de faire plein de choses. Il y a des moments où c'est plus coloris, des moments où je vais prendre un peu plus de temps pour écrire. C'est aussi de l'organisation, quoi. J'ai oublié de te poser une question importante. Quel âge ont tes enfants? 4 et 10 ans. 4 et 10 ans, super. On arrive déjà à la fin de cet épisode. J'aimerais quand même que tu partages les derniers conseils que tu aurais pour des auditeurs qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure entrepreneuriale éducative, parce que je sais qu'ils sont très nombreux et que ton profil est extrêmement inspirant. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose que tu n'aurais pas évoqué? Alors, un conseil pour les personnes qui chercheraient effectivement à se lancer dans l'éducation, c'est de procéder par petits pas. Moi, c'est véritablement ce que j'ai fait. J'ai commencé par faire des premiers ateliers expérimentaux très simples, et puis progressivement à construire une approche pédagogique plus étoffée et aller vers des acteurs comme les collectivités territoriales. Mais tout ça, ça fait vraiment petit à petit. Et je ne sais plus qui m'avait donné ce conseil, mais je trouve qu'il est hyper pertinent, et j'essaie de l'appliquer moi-même au quotidien. C'est de réfléchir à très court terme et à très long terme à la fois. Donc vraiment de voir le prochain petit pas, mais en gardant quand même à l'esprit l'ambition qu'on a et la vision qu'on a. Mais si on n'est que sur la vision long terme et l'ambition d'être dans toutes les écoles en France, ça peut être un peu décourageant. Donc c'est mieux de se dire, ok, la semaine prochaine, qu'est-ce que je vais faire de concret et qui va permettre à mon projet de véritablement naître. Super. J'ai une question rituelle dans le podcast. Tu sais, il s'appelle Les adultes de demain. Qu'est-ce que tu souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain? Alors clairement, parmi les sujets aussi auxquels je m'intéresse beaucoup, il y a celui des compétences psychosociales. Et le numérique interroge aussi tout ça, évidemment. Moi, ce que je souhaite fortement, c'est que les adultes de demain puissent développer, avoir pu développer... je reprends. Pas de problème. Ce que je souhaite aux adultes de demain, c'est qu'enfants, ils aient eu l'occasion de développer leurs compétences psychosociales, donc tout ce qui est confiance en soi, capacité à coopérer, capacité de persévérance, d'esprit critique, pour qu'effectivement, en tant qu'adulte, on soit dans une société beaucoup plus douce. Je
crois pas que ce soit naïf et je pense qu'on peut y arriver en tant qu'être humain véritablement à vivre de manière plus harmonieuse avec la planète. Et tu le fais d'ailleurs avec les ateliers coloriques, je suppose que ça développe quand même beaucoup toutes ces compétences-là. Absolument, on a vraiment ça à l'esprit dans nos ateliers, tout à fait. Est-ce que tu aurais une ressource à recommander pour les auditeurs qui nous écoutent sur le sujet des compétences psychosociales? Oui, la start-up Soft Kids, que tu connais aussi probablement. Oui, que je connais bien. De Solène. Voilà, c'est une application et c'est tout un dispositif qui permet effectivement aux enfants de manière ludique de s'exercer sur tous ces domaines-là. Super. Et ben, merci infiniment Amélia pour ton temps. Merci à toi. J'étais ravie de te rencontrer. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclés.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.